Cécile? Oui, je suis là. Oui, Tu vous êtes m'entends? là? Oui, Bonsoir. oui, je suis là. Tu Bon, m'entends? oui, oui, je vous entends. Ah. Bon, à une époque, on se tutoyait quand on avait fait dans les yeux d'Olivier. Oui, alors on se tutoyait, mais hors Mm. antenne. D'accord, ok, très bien. Donc, en fait, oui, Mm. vous avez fait dans les yeux d'Olivier il y a un moment maintenant. Hein. Oui, c'est ça. Vous pouvez Et ça fait un sacré moment, d'ailleurs, je me demandais la date. Alors, je sais pas, il y a un écho, je sais pas si c'est normal. C'est peut-être parce que vous avez votre radio de branché, Il me ou semble peut-être pas. votre haut-parleur. Vous êtes sur Alors, haut-parleur? non, pas du tout, de haut-parleur. Bon, c'est pas grave, si vous m'entendez pas en écho, c'est très bien. Non, 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 moi je vous entends très bien. Mm. On s'était Parfait. donc rencontrés dans le cadre donc, du tournage Dans les yeux d'Olivier. Mhm. Euh, vous aviez été victime, vous étiez l'une des victimes d'un violent en série Ouais, qui se présentait comme le masseur des stars, hein, c'est ça? tout à fait. Mm. Vous pouvez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas votre histoire, la raconter, s'il vous plaît? Simplement, en fait, un jour j'étais au travail et je reçois un appel de la police nationale qui me dit, qui me demande, me pose trois questions en fait. Bon, moi sur le moment, je me disais, c'est pas, il me pose des questions, donc je me dis la police nationale, c'est quelque chose il y a quelque chose qui va pas, hein, il y a quelque chose qui joue pas. Je me dis c'est un canular, donc je leur demande un numéro, je pourrais les rappeler. Et effectivement, je tombe bien sur la police nationale à Nice et le commandant Brex. Donc j'ai nommé comme ça dans mon livre, bien sûr, j'ai changé tous les noms. Me pose trois questions. Effectivement, en posant trois questions et ces trois questions lors du procès où quand les témoins témoigneront deviendront des présumées victimes à ces trois questions. Donc la première, est-ce que vous connaissez Monsieur Untel que j'ai nommé l'autre? Ensuite, est-ce que vous avez bu quelque chose en sa présence? Ta mère. Et la troisième question, vous a-t-il massé? Et quand vous répondez en fait à ces trois questions, il s'avère que vous êtes potentiellement une présumée victime. Donc je dis présumée parce qu'en France, tant que vous n'avez pas le verdict de la justice, vous êtes présumé victime et présumé agresseur. D'accord. Et, et donc après, je décide de porter plainte forcément. Oui. Et le procès, en fait, c'est vrai que ça a fait un effet assez incroyable. Parce qu'en fait, l'appel de la police, en fait, je me souvenais plus de cette soirée avec lui. Et en fait, 7 mois s'écoulaient. J'étais dans ma vie de rêve j'étais dans ma vie de rêve dont j'avais rêvé quand j'étais petite, comédienne, actrice. Et je vivais donc, comme on peut dire, intermittente du spectacle. Et pour autant, ça allait pas. J'étais un peu en autodestruction. Je déprimais. Je faisais des cauchemars. Je me disais qu'il y avait un truc qui jouait pas. Oui. Et du coup, j'ai compris à ce moment-là avec l'appel de la police. Et en fait, si vous voulez, c'est que 7 mois plus tôt, il y a deux souvenirs qui me reviennent. Tel un boomerang, j'appelle ça l'effet boomerang, dans le sens où, en fait, deux seuls souvenirs me reviendront. C'est un peu comme si ma mémoire, voilà, j'ai envoyé un boomerang avec la mémoire de ces 7 mois qui me revenait en plein visage avec beaucoup de violence, avec deux souvenirs, donc d'être dans le lit nu, de prise de soubresaut, étant frigorifiée, puis après j'ai très chaud et je bois un verre et je me souviendrai que de cela. Et on n'en saura jamais plus, d'ailleurs. Même 20 ans plus tard, je ne saurai jamais, mais bon, ça fait très longtemps maintenant que pour moi, ça a plus vraiment d'importance, tout ça, en fait. D'accord. Vous J'appelle voulez... la résilience. Oui. On avait à l'époque parlé de Mm. cette résilience, mais vous n'en étiez pas au niveau où vous en êtes aujourd'hui. C'est sûr. Mais en fait, alors j'ai un oubli dans les yeux d'Olivier, j'arrive pas à resituer au niveau de la date, hein. C'était quoi? C'était en 2000, vous vous souvenez ou Oh, pas? il y a bien 10 ans hein, qu'on a 10 tourné ans, ouais, ensemble. 13 ans. Hein. Oui, oui. Et donc le procès, ouais, le procès avait eu lieu. Ok. Je pense, hein. Oui, oui. Ouais, ça fait 10, 15 ans même. Oui, oui, je, 12 je, ans. je pense. Ok. Donc oui, il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés. Hein. Les faits, c'était en 2003, on est en 2023, donc le temps passe vite quand Oui, même. oui, oui. Et Et donc donc, oui, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? je vais plutôt bien.
Ouais. Mais assez rapidement, j'ai été assez vite bien, en fait. Après, il y a les aléas de la vie, les périodes qu'on rencontre qui peuvent être difficiles, mais ça, c'est commun à chacun, en fait, hein. Mais si vous voulez, la première chose que je me suis dite, hein, à l'époque, hein, et même ce que je pourrais dire maintenant, on dit la reconstruction se passe à partir du moment qu'on a terminé un procès. Et moi, je me dis, en fait, le conseil que je peux donner, voilà, si je peux me permettre, voilà, la reconstruction ne doit pas commencer le jour de la fin du procès, elle doit commencer tout de suite, hein. Parce qu'en fait, on est comme, je trouve, dans une société où c'est pas un jugement, hein, c'est un peu une réalité de ce que je vois sur les réseaux sociaux et des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est on est un peu dans la société de la survictimisation. Et en fait, la victime, si elle peut s'en sortir, quelque part, c'est de prendre la responsabilité de sa vie Oui. et de prendre la décision de s'en sortir. Et si, alors, ce que les associations font de très bien, comme l'INAVEM et France Victime, où ça fait 20 ans qu'on se connaît, on a fait pas mal de choses ensemble. Et maintenant, faut savoir aussi que donc dans les accompagnants, les associations de victimes peuvent vraiment accompagner les victimes, mais vraiment de A à Z, hein. Que ça soit au niveau de dépôt de plainte, que ça soit du suivi psy, etc. Donc, ce qu'il n'y avait pas forcément à mon époque, ça démarrait en fait, hein. Donc, la résilience, ça passe par ça aussi, par les accompagnants, les personnes qui nous accompagnent, qui nous aident à, à sortir du noir et l'agression, enfin de la noirceur de l'agresseur. Et à partir du moment où vous dites, moi, si je dois continuer à vivre, c'est de vivre heureux. Donc c'est la Oui. décision que j'ai prise dans le cabinet de mon psy. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je revenais du procès. Autant un procès, cette journée d'assises, c'est carrément incroyablement violent en fait. C'est bon, clairement, moi, j'avais plus envie de vivre et je comprends que des gens puissent passer à l'acte, hein, puissent être suicidaires parce que on peut être dans des états tellement de douleur extrême que quel est l'intérêt de continuer, hein. Et en fait, mais bon, moi, c'est pas trop mon genre. Enfin, c'est pas, j'ai pas, enfin, mais après, on peut tomber dans des destructions qui sont aussi des suicides lents. Et le but, c'était de tomber dans rien de cela. Donc, c'était rigolo parce que dans le cabinet de mon psy, donc le téléphone sonne et il parle à un de ses collègues qui est assez désespéré et anxieux, qui dit voilà, je sais pas, j'ai mon patient, je sais pas comment l'aider, là, ça va pas du tout et il est au bord du gouffre, du suicide. Il lui dit écoute, une chose est simple, si tu veux l'aider, la seule chose à faire, voilà, c'est de rester calme, hein, et de pas être anxieux et la décision, c'est à lui de la prendre. Donc en fait, je ne sais pas si c'était fait exprès ou si c'est un signe de la vie qui m'a été envoyé, hein. Donc je suis rentrée chez moi. Pendant cette journée, j'ai réfléchi, mais vraiment intensément à tout ça. Oui. Et donc c'est là que j'ai décidé de me dire, bon, si je devais continuer à vivre, ça serait en étant heureuse. Donc voilà. Donc ça, c'était la première décision. Elle est hyper importante en fait. C'est c'est ça qui a déterminé toute la suite et avec les objectifs aussi. Et comment ça s'est mis en place tout ça? Ça s'est mis en place alors, ouais, parce qu'il y a les mots, puis il y a la réalité de la vie, et puis techniquement, c'est vrai que c'est parfois complexe, hein. Ça s'est mis en place, c'est vrai qu'à un moment donné, à cette période-là, alors que je sortais énormément, bah, là, j'avais plus trop envie de sortir, hein, quand ça devient difficile de prendre le métro, de Oui. discuter avec les gens, on supporte plus l'odeur des gens, les regards et cetera, donc c'est vite, ça devient vite l'enfer. Puis en sortant de ce procès, hein, c'est tellement violent. Donc c'est venu une fois, un copain m'appelle, me dit: «Viens une soirée» et puis j'étais une soirée, il était DJ et puis voilà, je me suis assise, j'ai bu un petit verre de vin rouge, voilà. Il y avait une musique qui passait relax et là, j'ai un moment où je me suis sentie mais super bien, un petit moment de bonheur, de joie et je me suis dit: «OK, c'est bon» et c'est là que ça a démarré. C'est un peu, avoir des petits moments de bonheur comme ça, les créer ou les vivre intensément. Oui. C'est un peu l'idée de quand il fait noir dans la nuit et puis vous avez ces villes, éclairées et puis, avec toutes ces lumières et c'est plein de petites lumières que vous allumez et après, bah, le noir il n'existe plus. C'est vraiment, ce que vous avez créé, tous ces moments, intenses, palpitants ou simples qui font que ça remplace, ce que vous avez subi, en fait. Et il y avait une chose aussi qui était très importante, c'est que moi je voulais pas être sous la proie de mon agresseur, Oui. enfin une seconde fois par la pensée et dans le temps. Parce que si on regarde une agression, elle a à un moment donné un instant T et une fois que l'agression est passée, c'est terminé. Donc je vois pas pourquoi je vais ressasser 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans une agression.
C'est à un moment donné et après, ben, c'est terminé. Donc, pour moi, c'est important de passer à autre chose et qu'il n'ait pas d'emprise sur moi, en fait. D'emprise sur moi par la pensée ou moi en générant des pensées, en m'accrochant à lui, quoi, en fait. Ouais, bien évidemment, il n'a jamais essayé de vous recontacter parce que vous avez été quand même assez euh, active quand même. Vous avez bon, vous avez fait Dans les yeux d'Olivier, vous avez fait d'autres choses quand même. On vous a vu un petit peu. Est-ce que il a essayé de vous recontacter, cet agresseur? Il a pas le droit. Il n'a pas le droit, d'accord. Ah non, il y a un procès. C'est vrai que j'étais très active et ben, ça fait partie de la résilience, par rapport, mais bon, le livre que j'ai écrit, dont les journalistes ont vraiment bien accueilli, m'ont donné, l'opportunité vraiment de pouvoir parler de justement de mon histoire. Mais en fait, si on regarde les interviews, je parle pas de lui, en fait. C'est pas, pour me venger de lui, je parle, justement des personnes, voilà, comment reconstruire sa vie, la résilience et cetera. Et c'est vrai que la résilience, ça a été aussi ça, c'est d'avoir un livre, un objectif où quand vous écrivez, matin et soir, à 5 heures du matin, vous vous levez, le soir, vous vous couchez, vous avez écrit juste avant, au boulot, vous écrivez sur des petits bouts de papier et puis comme ça pendant des semaines, des mois, des années, vous arrivez à 80% de votre bouquin. Et ben ça, c'était un gros objectif, hein, qui m'a Oui. fait me lever, tous les matins. Et puis évidemment, quand j'ai trouvé, à pouvoir le faire éditer et que j'ai pu faire toutes les interviews effectivement que j'ai faites, avec les différents médias, là, c'était des grands moments de joie, hein, vraiment et de bonheur, et ça a contribué vraiment à la résilience, à mon chemin de résilience. Vous allez le 28 et le 29 janvier prochain participer à une conférence à La Rochelle. Oui, oui. Tous les intervenants ont traversé une épreuve ou un défi de Mmh. la vie et vous allez partager tous votre histoire Oui. et explorer des pistes pour se reconstruire et aller mieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait avant ou ça va être la première fois? Non, bah, j'ai eu la chance avec, France Victimes de faire une conférence à l'hôtel de ville, à l'époque, donc j'ai déjà fait des conférences, mais là, c'est vrai que c'est différent parce qu'on est plusieurs interlocuteurs et puis on a une mission, enfin, on a une envie commune, c'est redonner des choses aux gens et les aider à se transformer ou à trouver un chemin et s'ils trouvent des clés ou des choses pour, bah, trouver le bonheur dans leur vie ou plus, voilà, ça sera gagné, en fait. Et vous parlez comment aujourd'hui de tout ça? Avec un certain détachement, ou en parler vous ramène toujours à ce que vous avez vécu avec cet homme? Ah mais alors pas du tout, Pas je du vous dis tout. moi depuis le début, je me suis toujours dit: «Je veux pas être sous son emprise» et mon mental n'ira jamais dans ce sens, hein. Je lui ai toujours interdit et j'ai remplacé les mauvaises choses par des belles choses. Donc moi, ma vie, j'ai tout reconstruite et en fait, ce qui est assez étonnant, vous savez, quand vous vivez le paroxysme de la souffrance, de la douleur, vous êtes à même de pouvoir vivre le paroxysme de la joie et du bonheur. Donc moi, je regarde toujours que le positif. Après, c'est peut-être ma personnalité. Je suis quelqu'un comme ça d'optimiste et qui regarde le positif. Et c'est vrai que quand j'en parle, ce que je peux dire, c'est que ça me fait pas plus d'effet qu'aller acheter ma baguette de pain à la boulangerie d'à côté. Même si je mange pas de pain, mais voilà, ça a vraiment aucun impact sur moi. Alors après, c'est vrai que si je fais une conférence ou que je vais travailler plusieurs semaines sur quelque chose lié au livre, au sujet, il est probable quand même qu'inconsciemment, ça puisse faire des choses à un moment donné parce que j'ai la mémoire de rien du tout en fait. Donc le corps, il a quand même une mémoire et l'inconscient, il a une mémoire que moi, je n'ai pas. D'accord. Très bien, mais écoutez, je vois que vous allez encore mieux que quand je vous avais croisé il y a une dizaine d'années, Oui, Cécile. mais super bien. Ouais, ouais. Mmh. Bravo. Et puis, bah, Ouais. écoutez, pour celles et ceux qui veulent vous rencontrer, vous Mmh. serez les 28 Oui, et tout à fait. 29 C'est ça. janvier à La Rochelle. Où est-ce Et que ce que ça je se passe? Alors ça se passe à l'espace Encan, en fait. Et si jamais il y a aussi toutes les informations, je voulais offrir, mon livre pour ceux qui souhaiteraient dans mon groupe, Bye Bye, l'anxiété. Et dans le groupe Bye Bye l'anxiété, il y a, aussi il y aura les informations sur, la conférence de La Rochelle. D'accord, très bien. Bah, écoutez, le 28 et 29, si vous avez envie d'en savoir plus sur Mmh. Cécile, il y aura d'autres intervenants hein, qui auront tous Ouais, c'est traversé. participatif en plus, les Et, entrées, hein. Faut participative, hein. je trouve que Mmh. c'est super comme Ouais. initiative en plus. Ça permet de confronter
vraiment les avis, ce qu'on a pu mettre en place pour s'en sortir. Et Mmh. c'est à l'initiative de qui ça, en fait? C'est Noélie Sicot, qui est bah, voilà, quand on parle des accompagnants, c'est une personnalité, incroyable. On était tout un groupe de personnes à avoir été, à côté de La Rochelle où elle a fait de la communication et médiation animale Oui, et on s'est rencontrés là-bas et elle fait donc ce travail-là elle forme et du coup, elle a décidé de faire cette conférence, justement sur le vivant. Voilà, d'accord, très bien. Mais écoutez, c'est pour régénération. Voilà. super. Eh ben, écoutez, on vous embrasse, Cécile, et merci d'avoir donné de Oui, vos nouvelles. C'était super. eh ben, merci Olivier, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Soirée. Bonne soirée, au revoir.